Détention prolongée pour le leader d'un groupe extrémiste religieux. La police lance par ailleurs un appel à témoins dans l'enquête sur la mort du bébé palestinien. Benjamin Netanyahou, lui, a rendu visite aux blessés israéliens d'un attentat commis hier à Jérusalem, attentat au cocktail Molotov qui a fait 3 blessés. La fin du mystère, c'est peut-être pour demain à Toulouse concernant le vol MH370. L'expertise du morceau d'aile retrouvé sur une plage de la Réunion permettra ou non d'authentifier cette pièce. Après l'émotion suscitée par la mort du lion Cécile au Zimbabwe, les compagnies aériennes américaines n'accepteront plus de transporter des trophées de chasse à bord de leurs avions. Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir, la garde à vue est donc prolongée jusqu'à dimanche pour l'un des leaders de l'extrême droite religieuse israélienne interpellé hier. On ignore encore si cela est connecté à l'enquête sur la mort du bébé palestinien Douma. La police a d'ailleurs lancé un appel à témoins aujourd'hui pour tenter de retrouver les auteurs. Maxime Pérez. C'est le premier acte d'une lutte que les autorités israéliennes ont promis de livrer aux extrémistes juifs. Meir Ettinger, 23 ans, vient d'être arrêté par les services de sécurité intérieure du Shabak, qui en avaient fait leur ennemi public numéro 1. Ce jeune activiste risque d'être impliqué pour crime nationaliste. Il serait le commanditaire de l'incendie de l'église de la multiplication des pains le 18 juin dernier, sur les bords du lac de Tibériade. Lui avait échappé à la justice, mais pas ses 2 compères, qui risquent aujourd'hui une lourde peine. Sur son blog La Voix juive, Ettinger ne cachait pas ses opinions. Il avait justifié les attaques menées contre des églises et surtout des mosquées, qu'il qualifie de lieux de culte païens. Une idéologie qu'il tient peut-être de son grand-père, le rabbin Meir Kahana, fondateur du mouvement Car, interdit à la Knesset dans les années 80, du fait de ses positions racistes. Ettinger vivait dans la ville religieuse de Safed au nord d'Israël. Fiché par la police pour son implication dans des actes de violence anti-palestiniens, il s'était vu signifier une interdiction de se rendre en Cisjordanie. Le voici pourtant à l'image l'an passé, quelques jours après un incident dans le village palestinien de Kousra. Lui et ses camarades avaient été pris pour cible, puis emmenés de force après avoir pénétré dans les terres agricoles de cette localité. C'est grâce à l'intervention d'autres Palestiniens de Kousra que ces adolescents auront la vie sauve. Mais Meir Ettinger a une toute autre version des faits. Dans ce genre de moment, l'homme n'a plus de force et il n'y a plus que le Tout-Puissant. Notre force, la force de combattre chez les vrais Juifs, elle vient de l'Éternel. Et quand on te prend cette force, il n'y a plus qu'à compter sur le Tout-Puissant. Tout le monde peut vous le dire, je vous le jure, il n'y a pas eu de peur, car on ressent la présence de l'Éternel. Nous étions animés d'une grande joie. D'après la presse israélienne, Meir Ettinger avait mis au point un plan batailler la rébellion. À la tête de son organisation clandestine, il souhaitait multiplier les actions violentes, à même de créer l'anarchie et une situation de quasi-apocalypse régionale. La finalité, rétablir le royaume d'Israël, comme au temps de la Bible. Voilà, donc il n'y a pas de lien qui est établi informellement ce soir entre cette garde à vue prolongée et l'affaire du bébé palestinien brûlé. On en parle avec vous, Dror Even-Sapir. Bonsoir, analyste politique. C'est un premier, on va dire, geste de la police israélienne, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de piste sérieuse, semble-t-il. Non, il est très peu probable que Meir Ettinger ait été lié directement à l'attentat du village palestinien de Douma. Il a peut-être inspiré d'une manière ou d'une autre. Il fait incontestablement partie, c'est l'une des principales figures de cette mouvance extrême qui est mise en cause dans l'affaire de l'attentat de Douma. Mais pour l'instant, on a l'impression que les services de sécurité et que la police piétinent, parce que lorsque la police demande au public, qu'il soit israélien ou palestinien, d'apporter des témoignages susceptibles de faire avancer l'enquête, c'est bien la preuve que l'enquête en est au point mort, et c'est plutôt préoccupant, bien évidemment. Alors, on va reparler dans un instant d'autres implications politiques de cette affaire. Notre invité ce soir, c'est le député maire de Nice, Christian Estrosi. Bonsoir. Bonsoir. Pour le parti donc les Républicains. Vous êtes venu en Israël au moment où se passent des événements tragiques, avec la mort de ce bébé palestinien. Il y a eu la mort de cette adolescente israélienne lors de la Gay Pride.
Zéro tolérance, a dit le gouvernement Netanyahou pour le terrorisme, quel qu'il soit. Vous trouvez qu'il a une réaction qui est, à vrai dire, proportionnée à ce qui se passe? Bon, d'abord, la mort d'un bébé, quelles que soient les circonstances politiques, est un drame. Un drame pour l'enfant, un drame pour la famille. Et que le gouvernement israélien, son Premier ministre Benjamin Netanyahou, réagisse avec autant de fermeté, inspire de ma part, une fois de plus à son égard, parce que je le pense être un homme juste, beaucoup de respect et beaucoup d'admiration. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de responsables politiques issus du suffrage universel dans des pays démocratiques qui sachent réagir face à tous les extrêmes, quels qu'ils soient, et rien ne peut justifier dans les grandes démocraties des comportements extrémistes qui réagissent avec la même fermeté. Et donc le mot tolérance zéro, au fond, qui a été utilisé une première fois il y a bientôt une vingtaine d'années par un maire de New York qui s'appelait Giuliani, me semble approprié. Je souhaiterais qu'il y ait tant d'autres dirigeants politiques, y compris dans mon pays, sur une cause que je plaide moi-même, qui sachent non seulement l'utiliser, mais joindre les commentaires aux actes. Mais est-ce qu'on a raison ou pas de mettre, à votre avis, sur le même plan, finalement, le fanatisme religieux, qu'il soit juif ou musulman aujourd'hui? Est-ce que c'est le même terrorisme pour vous? De toute évidence, ça n'est pas un mouvement terroriste organisé. Et puis, je n'ai pas à faire d'ingérence dans les affaires judiciaires israéliennes qui, je le sais, parce que c'est une grande démocratie, le feront en toute intégrité, en toute transparence et détermineront les causes que nous ne connaissons pas réellement. Mais ce que je sais, c'est que face à ce comportement inacceptable qui porte atteinte aux droits de l'homme et qui n'incarne pas les valeurs ni du gouvernement, ni du peuple israélien dans son immense majorité. Il y a aujourd'hui un gouvernement, un Premier ministre, qui dit sanctions, qui dit tolérance zéro, qui dit c'est inacceptable de se comporter de cette manière. Et puis en face, il y a une autorité palestinienne. Lorsque il y a eu, je crois, près de 6 civils israéliens qui ont été assassinés par le Hamas ces derniers mois, qui est restée silencieuse et qui n'a rien dit. Et donc là, j'observe deux attitudes profondément différentes. Et je dis cela ici à I24, qui est une chaîne de télévision écoutée aussi en France, dans mon pays, parce que malheureusement, cette comparaison n'est pas suffisamment faite sur un certain nombre de médias français. Je le regrette et je veux que l'opinion publique française, qui est quelquefois désinformée, sache qu'il en est ainsi. Alors dans Evan Sapir, aujourd'hui justement à la Knesset, on a pu voir quand même que la classe politique israélienne continuait de se déchirer autour de cette affaire, puisqu'il y avait une réunion spéciale organisée autour du fanatisme et que pas tout le monde y a participé. Voilà, a priori, rien de plus consensuel qu'une lutte contre le fanatisme. Et il faut rappeler à quel point les attentats de ces derniers jours, que ce soit l'agression au couteau à la Gay Pride à Jérusalem ou l'attentat dans le village palestinien de Douma, ont été condamnés, bien évidemment, par l'ensemble de la classe politique israélienne. Pourtant, dans ce débat qui a été organisé, un débat spécial organisé à la Knesset par les partis de l'opposition de gauche, eh bien, tous les partis politiques n'étaient pas représentés, loin s'en faut. En fait, aucun parti religieux n'a jugé bon d'envoyer l'un de ses députés assister à ce débat. C'est plutôt regrettable. Ça a été remarqué par plusieurs parlementaires. Et puis, chacun était un petit peu dans son rôle. Peut-être malheureusement, peut-être que le débat n'était pas à la hauteur de la gravité des événements. La gauche reprochait au gouvernement actuel, ou à certaines composantes, plutôt pour être précis, du gouvernement actuel, notamment les composantes les plus radicales, de créer une atmosphère propice à ce genre de débordement. Et puis Gilad Erdan, le ministre de la Sécurité intérieure qui représentait le gouvernement, a lui reproché à la gauche de jeter l'opprobre sur l'ensemble de la droite israélienne, alors qu'il fallait bien évidemment établir une distinction plus nette entre la droite parlementaire et gouvernementale et des groupuscules radicaux et extrémistes. Mais tout de même, ce même Gilad Erdan, donc une des étoiles montantes du parti au pouvoir, a noté a eu les mots suivants: en tant que société, nous devons nous livrer à un examen de conscience et encourager davantage de tolérance. Donc il y a tout de même une prise de conscience dans la classe politique israélienne que ce genre de dérive auquel on a assisté ces derniers jours était inacceptable et qu'il y avait un
malheureusement, dans certaines franges les plus extrêmes, mais tout de même, de la société israélienne, il y avait un terreau favorable et que c'était évidemment inacceptable et qu'il fallait que la classe politique, toutes tendances confondues, en prenne conscience et réagisse en conséquence. Alors, je voudrais qu'on regarde justement, parce que signe des tensions côté palestinien, cette fois, cet attentat qui a visé hier une voiture conduite par des Israéliens. Ça se passe en plein Jérusalem. Il y a eu 3 blessés. Mais comme vous le montrez, ces images très spectaculaires, eh bien, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Maël Benoliel. Les automobilistes indifférents continuent leur chemin. La voiture en feu, elle, finit sa course au milieu du carrefour. Un carrefour situé à l'entrée de Beth Hanina, un quartier palestinien de Jérusalem-Est. Il est environ 20h lundi soir quand ce véhicule est attaqué au cocktail Molotov. Les passagers, un couple d'Israéliens, parviennent à s'en extirper. Légèrement blessée, la femme de 27 ans est transportée à l'hôpital Hadassah à Ein Kerem pour soigner des brûlures superficielles. Son mari, quant à lui, n'a pas été touché par les flammes. Le véhicule, par contre, a été entièrement brûlé. Au moment où ce dernier a été atteint par la bombe incendiaire, il a dévié de sa route et a heurté un autre véhicule, blessant légèrement son conducteur. Un autre homme a été partiellement touché en tentant de combattre l'incendie, portant le nombre de blessés à 4. La police est toujours à la recherche du ou des assaillants. Une attaque qualifiée de terroriste et condamnée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a rendu visite à Inbar Azrak à l'hôpital ce mardi. Vendredi dernier, je suis allé visiter le frère d'Ali qui a été blessé par un cocktail Molotov qui a été jeté sur sa maison, un acte de terrorisme contre des Arabes. Je viens de rendre visite à Inbar, une jeune femme qui a été blessée elle aussi par un cocktail Molotov jeté contre son véhicule. Un acte de terrorisme contre des Juifs. Le frère d'Ali est seulement âgé de 4 ans. Inbar est la mère de 3 enfants, âgés respectivement de 2, 3 et 4 ans. Le terrorisme, c'est du terrorisme, un point c'est tout. Notre politique par rapport au terrorisme, c'est la tolérance zéro. Et peu importe d'où il vient, nous le condamnons et nous le combattons. La semaine dernière, la communauté internationale a condamné le terrorisme dirigé contre les Arabes. Je pense qu'elle devrait condamner de la même façon le terrorisme dirigé contre les Juifs. Mais j'attends toujours. En attendant une éventuelle condamnation, la communauté internationale appelle à un retour au calme dans la région. Beth Hanina est souvent le théâtre de violences entre habitants du quartier et forces de sécurité israéliennes. Mais depuis vendredi et l'incendie criminel dans lequel un bébé palestinien a trouvé la mort, les tensions sont vives à Jérusalem et dans les territoires palestiniens. Alors, Christian Estrosi, on vient d'entendre ce qu'a dit Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il y a une indignation sélective en Occident. Finalement, quand ça vise des Palestiniens, on demande évidemment, et on condamne, et on demande à Israël de condamner, mais quand ce sont des Israéliens qui sont visés, là, il trouve que les réactions viennent moins de l'Occident. C'est bien ce que je disais il y a quelques instants de cela. L'extrémisme, c'est l'extrémisme. Le terrorisme, c'est le terrorisme, d'où qu'il vienne. Et ainsi que je vous le disais tout à l'heure, puisqu'au fond, Benjamin Netanyahou a repris un peu la même formule à sa manière, il doit être condamné. Et cette fermeté du Premier ministre israélien doit servir d'exemple, et j'appelle les dirigeants occidentaux qui quelquefois ne font pas correctement la part des choses, qui laissent l'information circuler en donnant le sentiment qu'il y aurait une position très, très engagée du gouvernement israélien contre les Palestiniens, ce qui n'est pas le cas, puisqu'ici, en matière de sécurité, en matière de justice, lorsque l'on commet un crime parce qu'il s'agit d'un crime, que ce soit un crime à l'égard de Juifs ou que ce soit un crime à l'égard de Palestiniens, il y a un gouvernement qui, sur les fondamentaux de sa constitution, de son organisation institutionnelle, de sa démocratie, qui est la seule grande démocratie de cette région qui est entourée de dictature, fait respecter le droit. Et je voudrais que les dirigeants occidentaux respectent cela et se disent que nous ferions mieux de conforter Israël parce que c'est une part de l'équilibre du bassin méditerranéen, voire de la planète, qui se joue pour le siècle à venir aussi ici, et que nous ferions mieux de combattre ensemble les mêmes ennemis, notamment l'islam radical. Lorsque la France, les États-Unis et d'autres sont engagés
trop modérément, me semble-t-il, contre Daesh dans un État improvisé et dit islamique en Irak, en Syrie ou contre Boko Haram au Mali par exemple, et que ici l'on combat un autre mouvement terroriste, le Hamas, qui au fond n'est qu'un allié de tous les autres, eh bien c'est au même ennemi commun que nous avons affaire. Et nous devons mettre ensemble les mêmes moyens en termes de renseignement, en termes de mobilisation, pour préserver tout simplement un modèle de démocratie, un modèle de civilisation dont nous sommes les héritiers et que certains voudraient mettre à mal. Alors, Benyamin Netanyahou doit s'exprimer dans un instant depuis Jérusalem à propos de cette fois du nucléaire iranien, parce qu'il n'a toujours pas, lui, accepté cet accord qui a été conclu à Vienne. La France, au début, avait fait preuve de fermeté, puis finalement a conclu cet accord. On a même vu l'Eurofabius à Téhéran la semaine dernière. Est-ce que pour vous, il a raison de continuer, Netanyahou, à refuser cet accord qui est une réalité qui est défendue aujourd'hui, même par des pays arabes modérés? On l'a vu hier, le Qatar par exemple. Est-ce que pour vous, c'est un mauvais accord? Alors, ce n'est pas parce qu'un le gouvernement d'un pays valide cet accord, je veux le dire au peuple israélien, pour ceux qui m'écoutent ce soir, que c'est tout le pays qui est engagé. Une immense partie des Français et de la classe politique française ne sont pas favorables à cet accord. Je ne suis pas favorable à cet accord qui n'est ni bon ni robuste. Il n'est pas bon parce qu'il n'empêchera à aucun prix l'Iran de se doter à terme de l'arme atomique. Il n'est pas robuste parce qu'il n'y a aucune mesure qui permette réellement aux États-Unis ou au monde occidental d'agir si il y avait l'Iran qui tentait de tricher, et je ne peux que soupçonner l'Iran de tenter de tricher. Et par ailleurs, est-ce qu'on a essayé d'obtenir de la part de l'Iran des contreparties fortes? Non, à part avoir obtenu un vague engagement de la part de l'Iran de ne pas se doter de l'arme atomique avant 10 ans. Plaisanter, lorsqu'on sait qu'on n'a pas demandé l'engagement de la part de l'Iran de mettre un terme à la construction de missiles balistiques, de renoncer à ces menaces contre Israël et leur donner les moyens de se doter de l'uranium enrichi, de pouvoir le traiter, en même temps de lever un embargo. Vous vous rendez compte, ça faisait 10 ans qu'il y avait un embargo qui commençait à peine à porter ses fruits. Et d'un coup d'un seul, on va suspendre les 150 milliards d'avoirs qui étaient gelés, dont ils vont pouvoir disposer. Ils vont pouvoir disposer de toutes les marges de manœuvre pour avoir 350 milliards d'euros de recettes supplémentaires avec la vente du gaz et du pétrole. C'est donner des moyens à un pays qui, sans nul doute, sera tenté d'accompagner un certain nombre de mouvements terroristes contre tout le monde, contre Israël, contre la France, contre l'Union européenne, contre l'Occident en général. Cet accord est un bien mauvais accord et je tiens personnellement à le dénoncer. Alors voilà, qui est fait. Je voudrais vous garder encore un instant, Christian Estrosi, parce qu'on va vous faire écouter ce qu'a dit aujourd'hui le ministre britannique des Affaires étrangères à propos cette fois de la crise des migrants. Un rapport aujourd'hui a annoncé que le cap des 2000 migrants morts en Méditerranée a été franchi depuis le début de l'année. Et au même moment, on s'aperçoit que la pression s'intensifie. Par exemple à Paris, où de nombreux bâtiments publics sont occupés par des migrants. Et puis surtout autour du terminal de l'Eurotunnel à Calais, le passage vers la Grande-Bretagne, où plus de 800 tentatives ont par exemple encore été repoussées la nuit dernière par les policiers. Écoutez le ministre britannique aujourd'hui. Je pense que nous sommes parvenus à contenir la crise. Nous avons constaté une forte augmentation la semaine dernière, mais depuis le nombre de migrants a considérablement diminué. Nous avons pris un certain nombre de mesures en collaboration avec les autorités françaises et Eurotunnel qui se font déjà ressentir, et je pense que cela aura un effet encore plus important dans les prochains jours. Voilà donc des mesures prises par les Britanniques, mais pour l'instant c'est insuffisant. Christian Estrosi, comment la France peut-elle sortir de cette crise qui est en train de prendre de l'ampleur? Ce qui est inacceptable, c'est que cela fait plusieurs mois que l'on sait qu'il y a près de 500 à 600 000 migrants qui font une pression énorme sur la rive sud de la Méditerranée, notamment en Libye, et qu'aucune mesure n'est prise, ni par la France, ni par les membres de l'Union européenne, membres du périmètre de Schengen, pour aider notamment
amis italiens à pouvoir endiguer ces vagues de migrants qui forcément, une fois qu'ils sont dans le périmètre de Schengen, traversent la France, font pression pour rentrer en Grande-Bretagne, aller plus au nord, rejoindre des communautés qui se trouvent dans les pays du nord de l'Union européenne ou qui tout simplement s'installent en France. Il faut savoir que le ministre de l'Intérieur français encourage même ces migrants à demander le droit d'asile, que nous avons des règles beaucoup trop souples à l'égard de ces migrants qui, en cette période de déficit budgétaire, où nous accordons notamment la gratuité de tous les soins à 100% pour ceux qui, depuis 3 mois, sont installés en situation irrégulière dans notre pays, coûte près d'1 milliard d'euros aux contribuables français. Donc tout ça sont des mesures qui laissent à penser à beaucoup qui viennent de la Corne de l'Afrique, que nous serions un Eldorado auquel malheureusement nous ne pouvons offrir ni de logement pour leur garantir leur dignité, ni le travail nécessaire. La Grande-Bretagne a réagi avec fermeté. J'aimerais que la France et que d'autres pays de l'Union européenne réagissent avec la même fermeté. Merci Christian Estrosi, député maire de Nice, d'être passé dans ce studio pour terminer votre séjour en Israël. Merci à vous. C'est demain que sera expertisé le morceau d'aile d'avion retrouvé sur une plage de l'île de la Réunion. Une expertise qui aura lieu à Toulouse afin de déterminer avec certitude s'il s'agit d'un morceau du Boeing 777 du vol MH370. Julia Ganancia. Cela ressemble au hublot d'un avion. C'est peut-être un élément de plus pour comprendre ce qui est arrivé au vol MH370. Depuis mercredi et la découverte d'une aile, la plage s'est transformée en véritable chasse au trésor. Les promeneurs cherchent à mettre la main sur de possibles pièces d'avion. Je trouvais une partie en plastique ce matin faisant le footing. Et en ramenant ma femme, parce que c'est moi qui ai trouvé la pièce dimanche matin, la pièce métallique avec les idéogrammes chinois. Et on est tombé sur une pièce plastique qui ressemblerait à l'emplacement d'un hublot d'avion. Seule certitude pour l'instant, le fragment d'aile retrouvé mercredi est bien celui d'un Boeing 777. La piste du MH370 se dessine donc puisqu'aucun autre accident aérien n'a impliqué ce type d'appareil dans cette région du monde. Depuis quelques jours, la police est débordée par le phénomène. Difficile de faire le tri entre simples bouts de ferraille et possibles pièces à conviction. On prend tout ça au sérieux et avant vraiment de lancer une procédure, on vérifie quand même sur place, d'où notre présence sur les lieux. À Toulouse, enquêteurs et experts aéronautiques ont débuté les analyses ce mercredi. Elles pourraient permettre l'identification du vol, mais de nombreux experts estiment qu'il est peu probable qu'elles dessinent le scénario de la catastrophe. Si l'expertise identifie avec certitude les restes de l'avion disparu, elle pourrait au moins permettre aux familles des victimes d'entamer leur travail de deuil. 3 adolescents mineurs ont finalement été arrêtés aujourd'hui après la profanation d'un cimetière chrétien dans un petit village de Meurthe-et-Moselle dans le nord-est de la France. Il s'agit d'adolescents adeptes de la culture satanique, ce qui aurait d'ailleurs motivé leur geste avec une mise en scène très spécifique, comme ces croix renversées que vous venez de voir. Le Premier ministre Manuel Valls a réclamé un châtiment sévère pour cet acte, dit-il, inadmissible. Jean-Marie Le Pen convoqué le 20 août prochain devant le comité exécutif du Front National dans sa formation disciplinaire. C'est sans doute le nouvel épisode de la guerre qui l'oppose à sa fille Marine au sein du parti. Il devrait, selon toute vraisemblance, être exclu du mouvement à cette occasion. Un nouvel attentat visant des militaires turcs aujourd'hui. 2 d'entre eux ont été tués dans l'explosion d'une mine de fabrication artisanale. Attentat qui est attribué aux Kurdes du PKK. Dans une autre attaque, un autre soldat turc a également été tué. Léa Volbert. 2 nouvelles attaques du Parti des travailleurs du Kurdistan contre un convoi de l'armée turque ce mardi. Bilan, au moins 3 morts, 3 soldats turcs. L'Union européenne et les États-Unis ont d'une même voix appelé l'armée turque à s'en tenir à une réponse appropriée. La communauté internationale redoute un embrasement dans la région. Depuis le 24 juillet dernier, Ankara se livre à une guerre sans merci contre le terrorisme, un terme employé par les autorités qui englobe non seulement le Parti des travailleurs kurdes, mais aussi l'État islamique, principalement implanté dans le nord de la Syrie. Nous avons discuté de toutes les issues envisageables, de celles qui peuvent encore progresser, mais aussi des problèmes sur lesquels nous ne nous entendons jamais.
La Turquie connaissait un calme relatif depuis près de 3 ans. Mais le 20 juillet dernier, un sanglant attentat dans le sud du pays a déclenché un nouveau cycle de violence. 32 jeunes militants kurdes avaient été tués. Si les États-Unis tentent de calmer la situation sur le terrain, ils entendent bien profiter pleinement du récent feu vert d'Ankara, leur permettant d'utiliser leur base aérienne dans le sud du pays. Une initiative qui n'est pas du goût du Premier ministre russe. Nous avons noté que cette initiative est illégale et contre-productive car c'est une violation du droit international et en pratique cela représente un obstacle au front commun de lutte contre le terrorisme. Selon les médias turcs, des dizaines de pilotes américains sont attendus dans les prochains jours pour mener des frappes contre l'État islamique en Syrie. Certains sont déjà sur place. Le ministère américain de la Défense a d'ores et déjà fait savoir que plusieurs drones armés de l'US Air Force avaient déjà décollé de la base turque. En Grèce, la bourse d'Athènes a réussi à contenir ses pertes aujourd'hui. Mais l'inquiétude, c'est le secteur bancaire grec qui semble incapable de redresser la barre face au manque de liquidité. Léa Berdugo. La bourse d'Athènes a limité ses pertes ce mardi. La veille, au premier jour de la reprise depuis 5 semaines, elle a clôturé sur une chute de plus de 16%. Un plongeon de cette ampleur n'avait pas été constaté depuis 1987, mais le ton est désormais plutôt confiant. Ce deuxième jour d'échange sur les marchés boursiers a montré des signaux clairs que nous nous dirigeons vers une normalisation après un mois sans aucune transaction. Tous les secteurs et les indices qui les représentent ont évolué dans un sens positif. À l'exception de 3 d'entre eux, les banques, l'alimentation et les secteurs de la santé. Les banques grecques sont donc de nouveau en difficulté, ce qui confirme leur condition de maillon faible de l'économie. L'indice bancaire était ainsi toujours en chute de près de 30%. Le secteur bancaire très affaibli est en attente d'une recapitalisation. Cette question est l'un des sujets de discussion entre le gouvernement grec et ses créanciers. Certains Grecs placent tous leurs espoirs sur les actions du gouvernement. Je pense qu'à ce stade, la seule chose que le gouvernement doit faire, c'est de prendre la bonne décision. Parce que le peuple l'a soutenu. Selon la porte-parole du gouvernement, une première phase de négociation avec les créanciers s'achève ce mardi. À partir de mercredi débutera la phase de rédaction de l'accord. Athènes doit rembourser avant le 20 août 3,4 milliards d'euros à la Banque centrale européenne. Voilà, on va marquer une pause, on va se retrouver dans un instant. On évoquera notamment cette période de chaleur exceptionnelle, même pour le Moyen-Orient, avec des températures difficilement imaginables qui ont été recensées sur les thermomètres, par exemple jusqu'en Iran. On vous parlera de cela dans un instant. Et puis on reviendra également sur la situation politique en Israël, avec une statistique étonnante concernant les demandes de nationalité israélienne émanant de Palestiniens de Jérusalem-Est. A tout de suite. Détention prolongée pour le chef de file d'un groupe extrémiste religieux. La police israélienne lance par ailleurs un appel à témoins dans l'enquête sur la mort du bébé palestinien. La fin du mystère, c'est peut-être demain à Toulouse concernant le vol MH370. L'expertise du morceau d'aile retrouvé sur une plage doit permettre d'authentifier la pièce. Et puis après l'émotion suscitée par la mort du lion Cécile au Zimbabwe, les compagnies aériennes américaines décident de ne plus accepter de transporter de trophées de chasse. On vous parlait donc tout à l'heure du dossier du nucléaire iranien qui revient sur le devant de la scène ce soir car Benyamin Netanyahou s'exprime en ce moment même depuis Jérusalem à destination d'organisations américaines. On va l'écouter et on en parle juste après un extrait de son intervention. Toutes les restrictions vont être levées sur l'enrichissement d'uranium. L'Iran sera en mesure de poursuivre et même de réaliser un arsenal nucléaire très rapidement. L'Iran va devenir très rapidement une puissance nucléaire militaire.
L'Iran va pouvoir bénéficier d'un accord qui va lui faciliter la tâche. Ce sera sans doute au bout de la décennie. I think it was like yesterday, and I remember this very well, all those preparations for the Y2K bug and the celebrations of the new millennium. That was 15 years ago. Une décennie, ce n'est rien du tout. Je me rappelle encore des festivités qui ont présidé le début du deuxième millénaire. Ce n'est rien en termes de temps. Et ce n'est pas une seule bombe que les Iraniens pourront fabriquer, mais plusieurs. One that would give it a nuclear weapon in far less time. You see, Iran could violate the deal. L'Iran peut aussi violer l'accord. Ils l'ont déjà fait et ils pourront le refaire. Personne ne peut contester cela. L'Iran doit être empêché de tricher grâce à des inspections plus fortes. J'ai beaucoup de respect pour les services de renseignement israéliens, ceux des États-Unis, mais on doit le dire vraiment, personne n'a jusqu'à présent réussi à mettre à jour le système souterrain mis en place par les Iraniens. Ils ont réussi à construire un réacteur pour enrichir du plutonium. Pour ce qui est des inspections, on a vu comment avec la Corée du Nord, ces inspections n'ont servi à rien puisque la Corée du Nord est aujourd'hui une puissance nucléaire. Et les inspections concernant l'Iran ne vont porter que sur les parties déclarées des sites nucléaires. Qu'en est-il des sites secrets ? En plus, les inspecteurs doivent attendre 24 jours. 24 jours, vous vous rendez compte, avant d'avoir un accès à ces sites qu'ils veulent inspecter. Certains disent que 24 heures, cela suffit à effacer toute évidence, toute preuve de la présence de nucléaire militaire. Ça laissera le temps aux Iraniens de mettre leur site en position tout à fait nette. Et il suffit de très peu de place pour cacher des matières servant à fabriquer des bombes nucléaires. Même si nous disposons de services secrets et de renseignements très efficaces, donc l'Iran peut à la fois préserver l'accord mais aussi tricher l'accord sans être inquiété. C'est un moyen pour l'Iran d'avoir plus facilement des bombes nucléaires dans un avenir très proche. Tout le monde au Moyen-Orient sait ce que je viens de dire. Donc cet accord qui devait terminer la menace nucléaire iranienne l'a au contraire renforcée selon moi. Et cela va accélérer la course à l'armement nucléaire dans la région. Mais le danger ne se termine pas là. Car cet accord donne aussi à l'Iran une arrivée soudaine et massive de cash, des milliards de dollars. C'est le résultat de cet accord. Il y aura donc plus de terrorisme car l'Iran va le financer. Et plus de morts à cause de cela. Imaginons que l'Iran ne se serve que de 10% de cet argent pour supporter les organisations terroristes.
C'est suffisamment d'argent pour constituer une menace à travers le monde. Pour toutes les raisons, la possibilité pour l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et l'argent qui va lui permettre de financer le terrorisme, cet accord n'est pas un bon accord et nous menace tous. Je suis concerné évidemment au premier chef par la sécurité d'Israël. Nous devons faire face à une menace qui pourrait avoir des conséquences tragiques sur notre existence. Le peuple d'Israël ne se laissera plus menacer, sans rien dire. Ici en Israël, le leader de l'opposition, Yitzhak Herzog, and who works every day in the Knesset to bring down my government. Herzog has said that there is no daylight between us when it comes to the deal with Iran. A déclaré qu'il n'y avait aucun accord possible avec l'Iran, alors qu'il est pourtant opposé à mon gouvernement tous les jours. Une large majorité d'Israéliens est opposée à cet accord. Donc ce ne doit pas être quelque chose de négociable. Et les États-Unis doivent aussi en tenir compte. Ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec la personnalité d'Obama, c'est à propos de l'accord qui a été signé. Cet accord doit être changé dans sa substance. Plus les gens savent sur cet accord, plus ils s'y opposent. And efforts to delegitimize criticism. Yet there's one claim that is the most outrageous, that those who oppose this deal want war. That's utterly false. We in Israel don't want war. Voilà donc ce nouveau discours de Benjamin Netanyahou sur le nucléaire iranien. On va en dire un mot avec vous, Dror Evan Sapir, parce que c'est un discours qu'on a déjà entendu, certes, mais on sent qu'il y a une pression qui s'exerce là évidemment à destination des Américains, parce qu'il va y avoir un vote. C'est un discours qui a été retransmis à la conférence des présidents des communautés juives américaines, et on sait à quel point la communauté juive américaine est divisée sur cette question de l'accord sur l'Iran, et à quel point c'est un véritable enjeu, parce que un nombre important de parlementaires américains, notamment du côté démocrate justement, eh bien, sont à l'écoute d'une partie de leur électorat et de leurs donateurs qui sont des membres de la communauté juive. Donc la cible est tout à fait précise. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, rappelle ce que sont, à ses yeux, les défauts de l'accord lui-même, qui pourra, nous dit-il, permettre à l'Iran, en cachette, d'évoluer et d'avancer vers la bombe nucléaire, la levée des sanctions économiques qui permettra à l'Iran de financer à nouveau le terrorisme à travers la région et au-delà. Et ce qui est intéressant aussi, peut-être un peu nouveau, la référence à l'opposition israélienne, Yitzhak Herzog, son chef, eh bien, qui, elle aussi, s'oppose avec une assez grande fermeté à l'accord de Vienne. Donc le message est très clair vis-à-vis de la communauté juive américaine qui est en grande majorité en faveur du Parti démocrate et de Barack Obama, et peut-être aussi vis-à-vis de l'opinion publique américaine libérale qui est en général opposée à Benjamin Netanyahou. Eh bien, le Premier ministre israélien dit à cette même opinion publique américaine, regardez, ce n'est pas une question de gauche ou de droite, ce n'est pas une question de démocrates et de républicains, c'est une question de l'Iran qui tente de tromper son monde avec un accord qui lui est tout à fait favorable. On est à 6 semaines du vote environ du vote au Congrès sur la levée des sanctions et sur l'accord, et on constate dans l'opinion publique américaine justement une évolution assez lente mais réelle vers les positions défendues par Benjamin Netanyahou. Il y a quelques semaines, il y a quelques jours même, les sondages d'opinion étaient tout à fait clairs. La plupart des Américains soutenaient cet accord. Et bien évidemment, ça s'exprimait au Congrès avec une majorité tout à fait nette en faveur de l'accord. Là, les choses sont peut-être en train de changer.
il est peu probable, à l'heure où nous parlons, encore une fois, que le Congrès puisse adopter à la majorité requise en plus, puisque Barack Obama pourra faire usage de son droit de veto, puisse adopter les positions de Benyamin Netanyahou et rejeter l'accord, mais tout de même on constate, et Benyamin Netanyahou le sait, et il tente d'en tirer tous les profits politiques nécessaires, on constate une évolution de l'opinion publique américaine vers des positions de plus en plus méfiantes, de plus en plus opposées au terme de l'accord qui a été annoncé à Vienne. Merci Dror Even Sapir. Voilà donc pour cette intervention de Benyamin Netanyahou à destination des États-Unis à propos du nucléaire iranien. Au moment où les tensions grandissent entre Israéliens et Palestiniens, un chiffre qui dénote, celui du nombre de Palestiniens de Jérusalem-Est qui demandent la nationalité israélienne. Inimaginable il y a encore quelques années, eh bien en très forte hausse depuis un an. Joseph Emmanuel. Ces Palestiniens viennent demander la nationalité israélienne. Nous sommes à Jérusalem, une ville dans laquelle la communauté arabe représente plus de 35% de la population. La plupart vit dans les quartiers est de la ville, des quartiers qui pourraient devenir palestiniens dans les prochaines années, ce qui ne manque pas de créer des inquiétudes. Mon problème n'est pas d'être ou de ne pas être israélienne. Je veux simplement renforcer ma présence à Jérusalem. C'est ma patrie, j'y suis née, je vis ici et je veux y rester. Et s'ils me prennent ma carte d'identité, cela veut dire que je ne pourrai pas rester ici. Ces dernières années, les demandes explosent. Ils sont aujourd'hui près d'1 millier à demander la nationalité de l'État juif. Et le serment de fidélité demandé par Israël n'est pas simple pour un Palestinien. L'obtention de la nationalité s'accompagne d'une déclaration de loyauté à l'État d'Israël. Un risque pris au sérieux chez les dirigeants palestiniens. Il y a un grand risque sur cette question, car si la situation continue, alors que négocieront les Palestiniens? Ils veulent négocier la terre, ils l'ont déjà perdue. Ils veulent négocier la population, elle aussi est perdue. Dans les deux camps, des réticences existent quant à ces demandes de nationalité. Les Arabes de Cisjordanie voient en ces demandeurs des traîtres, même si beaucoup avouent qu'ils feraient la demande s'ils en avaient la possibilité. Les Israéliens, de leur côté, ont aussi leurs réticents. Ils voient en ces demandes un problème démographique évident, des inquiétudes que ne partage pas le ministre israélien de l'Intérieur. Peu ont le courage de demander la citoyenneté israélienne, mais je ne pense pas que ceci affectera la négociation entre nous et les Palestiniens. Une négociation finalement beaucoup plus large, mais si, ce phénomène existe. Alors il est intéressant et nous devrions le suivre. Un phénomène qui existe, la question de l'identité palestinienne se pose donc avec complexité. Nombreux sont ceux parmi les Palestiniens qui avouent, à visage caché, ne pas vouloir vivre dans la future Palestine. Leur crainte, perdre leurs droits face à une dictature comme le Hamas à Gaza, des droits sociaux, des droits médicaux ou simplement la liberté de conscience. Chacun en Israël est libre de pratiquer comme bon lui semble sa religion. Un argumentaire souvent repris par l'aile dure de la droite israélienne. Beaucoup considèrent que si certains Palestiniens sont de véritables nationalistes, nombreux sont ceux qui s'accommoderaient totalement de rester vivre dans l'État juif. Alors évidemment, dans le contexte actuel, c'est un chiffre qui ne passe pas inaperçu, ces tensions évidemment entre Israéliens et Palestiniens, tensions également politiques intérieures après l'affaire de Douma et le poignardage lors de la Gay Pride. On va en parler avec nos invités. Bonsoir Denis Charbit, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonsoir Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Juste un mot court d'abord sur ce qu'on vient d'entendre. Ça vous surprend ou pas de voir que, en espace d'un an, les demandes, alors évidemment c'est pas la majorité, mais c'est quand même plusieurs centaines de Palestiniens de Jérusalem-Est qui veulent devenir israéliens. C'est étonnant pour vous ? Non, je pense que c'est signe pour eux, je dirais, à la fois du désespoir, c'est-à-dire le fait qu'ils ne pensent plus qu'un jour une Palestine indépendante avec comme capitale Jérusalem-Est verra le jour, et donc, faisant la part de leurs intérêts, préfèrent garantir les droits dont ils peuvent bénéficier en obtenant la nationalité israélienne. C'est une manière aussi peut-être de défier l'État d'Israël. Dans quelle mesure saura-t-elle ouvrir les bras à ceux qui le demandent et qui ne sont pas juifs? Emmanuel Navon. Depuis 1967, les résidents de Jérusalem-Est ont le statut de résident et ont la possibilité de demander la citoyenneté israélienne. Et c'est vrai que certains l'ont fait, beaucoup ne l'ont pas fait. Entre autres à cause de la pression sociale et politique. Comme l'a dit votre reportage, ils sont souvent traités de traîtres, mais eux savent très bien
quelle est la situation du Proche-Orient. Ils ont des yeux, ils voient ce qui se passe autour dans le Proche-Orient d'aujourd'hui. Ils savent quelle est la situation des droits, des libertés en Syrie ou ailleurs. Donc ils savent que si qu'on s'approche ou pas d'un accord, et on a de bonnes raisons d'être sceptiques, ils préfèrent être du bon côté, comme l'a dit votre reportage, en termes de droits, de liberté. Et semble-t-il qu'il y ait moins de pression peut-être sociale aujourd'hui sur ceux qui font cette demande de citoyenneté et qui deviennent citoyens à part entière d'Israël. Alors, il y a un climat politique, on l'a dit, très lourd. On a vu cet après-midi à la Knesset un débat qui était prévu sur le fanatisme, les fanatismes, après ce qui s'est passé à la fois lors de la Gay Pride à Jérusalem et à Douma. Ce débat n'a pas eu lieu car des partis politiques de droite notamment ne sont pas venus. La gauche s'est emparée un petit peu du dossier. La droite proteste contre cette indignation sélective. Vous avez l'impression que c'est devenu une affaire politique, ça n'aurait pas dû l'être, Denis Charbit, ces deux drames qui viennent de se produire? Il est normal que des actes qui ont une signification politique, qui ont une signification sur la manière dont on conçoit l'espace public, il est normal qu'elles suscitent des interprétations polémiques, des querelles, des débats. Là, on a une longue affaire parce que, d'un côté, j'ai envie de dire qu'on n'a pas cessé depuis les dernières années de fustiger, de morigéner, de brandir l'extrême gauche comme les traîtres, puisque nous aussi on a ceux qui en Israël désignent les traîtres, alors que quand on considère le seul critère du passage à l'acte, c'est-à-dire quand des comportements, des attitudes, des opinions conduisent à des actes violents, il faut bien reconnaître que le bilan de la gauche et de l'extrême gauche, dont je ne fais pas partie, mais il faut bien le constater que son bilan est, au regard des passages à l'acte violent, est honorable, là où le bilan à l'extrême droite et à l'extrême droite religieuse s'alourdit de plus en plus. Ça n'a pas commencé la semaine dernière. On va commémorer au mois de novembre 2015 le 20e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, et je pourrais citer des noms de Emil Grünzweig qui remontent même encore avant, et il est évident que un jour, et ça dans un contexte, je terminerai là-dessus, dans un contexte où depuis 1977 à 2015, la gauche a été au pouvoir pendant 10 ans à peine. J'inclus aussi Ehud Olmert du centre. Alors, ils ont le pouvoir et ils ont des marges, à leur marge, ils ont des forces politiques qui sont peut-être pas très organisées, mais qui n'hésitent pas à passer à l'acte. Et là, dans une conjonction qui fait frémir, puisqu'on a eu la Gay Pride, on a eu Douma, et on a eu, il y a un mois, rappelons-le, l'église près du lac de Tibériade qui a flambé, avec dans un laxisme, même si je ne conteste pas l'indignation sincère de la classe politique, d'une manière générale, et de l'opinion publique en particulier. Emmanuel Navon. Ne faisons pas d'amalgame. Ne faisons pas d'amalgame lorsqu'on parle de droite et de gauche. On parle de différentes familles idéologiques. Lorsqu'on parle des horreurs monstrueuses qui ont lieu ces derniers jours, cela, bien entendu, dépasse le clivage droite-gauche. C'est condamné par tout le monde. Et encore une fois, aussi bien le poignardage qu'il y a eu lieu à Jérusalem. Je vous rappelle que l'assassin de Jérusalem, on ne peut ni le qualifier de droite ni de gauche. C'est un ultra-orthodoxe qui ne reconnaît même pas l'existence du pays. Donc je ne vois pas quel est le rapport avec les opinions politiques. C'est un fanatique qui se croit... Oui, mais cela n'a rien à voir avec le débat entre la droite et la gauche. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le débat politique entre droite et gauche. Il y a des partis religieux en Israël, si ça n'a rien à voir avec la politique. La religion a à faire avec la politique en Israël, vous le savez. Vous savez très bien que le débat politique entre droite et gauche, lorsqu'on parle d'un fanatique qui pense qu'il agit au nom d'un ordre divin et qui tue quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec lui, cela n'a rien à voir avec le clivage droite-gauche. Le fait qu'il y ait des partis politiques en Israël, entre parenthèses, les partis religieux en Israël ne suivent pas forcément le clivage droite-gauche. Le parti Chasse, par exemple, ou les partis ultra-orthodoxes en général, sont justement flexibles sur leur ligne idéologique, se sont joints dans le passé aussi bien des gouvernements de droite que de gauche. Donc par conséquent, qualifier l'assassinat qui a eu lieu à Jérusalem la semaine dernière par cet ultra-orthodoxe comme quelque chose de lié à la droite, c'est vraiment de la démagogie. Lui-même, encore une fois, ne s'identifie pas comme appartenant au clivage droite-gauche. Il ne reconnaît même pas l'existence d'Israël. En ce qui concerne le meurtre horrible qui a eu lieu également à Douma, c'est une frange d'extrémistes et de malades. Encore une fois, le petit-fils de Kahana qui a été
arrêté, lui-même parle de mettre fin à l'existence de l'État d'Israël. Donc ce sont des gens qui sont complètement au-delà du consensus national, des débats. Comme l'extrême gauche est au-delà du consensus de la gauche. Je veux dire, chacun on a affaire à nos propres marges. Les nôtres peuvent aller voir Goldstone ou faire une exposition à Zurich pour dire regardez comme nos soldats se comportent, etc., etc. Quand on fait l'examen comparatif des franges de l'extrême gauche, des franges du nationalisme. Si vous voulez qu'on fasse un compte macabre de tous les meurtres et des attentats commis par les mouvements d'extrême gauche trotskistes en Europe. Non, mais on n'est pas en train de parler de l'Europe, on parle d'Israël. Dans le monde en général. Je veux dire par là, des meurtres, des assassinats politiques, il y en a eu aussi bien à l'extrême droite. Je ne vois pas l'intérêt de faire ce compte macabre. Pourquoi pas? Parce que je ne vois pas l'intérêt de faire un compte macabre dans la mesure où... Pas du tout. Mais bien entendu. En quoi parce que c'est la logique, je dirais, de l'occupation. Quel est le rapport avec l'occupation? Je vais vous dire quelle est l'occupation. Encore une fois, l'assassinat qui a lieu à Jérusalem, le personnage en je parle de il ne reconnaît pas l'existence de l'État. Parle... Alors vous faites des amalgames. Ne faites pas d'amalgame. Je veux dire par là, soit Alors, quand les musulmans le disent en France, c'est pas bien, mais quand les juifs le disent à propos de leurs juifs, non, c'est pas... Comment ça, quand les musulmans, j'ai pas compris. Non, quand en France, on dit « Ah, il y en a marre d'entendre ce discours, surtout ne confondons pas tous les musulmans, etc. » Là, on trouve ça un peu excessif, mais en revanche, il faut l'employer. Je ne fais pas d'amalgame, je n'ai pas dit que tous les orthodoxes... Je dis ceci, très clairement. Vous savez, on a tous, sans exception, gauche, droite, hommes, femmes, etc., on a tous des préjugés. On a tous, dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, des modèles dans lesquels on se réfère et des contre-modèles. Okay ? Ce que je veux dire, c'est quand il y a des gens qui considèrent que l'homosexualité, ce n'est pas bien. Okay, et pour qui c'est un dogme. Alors que dans le camp libéral, on va peut-être vouloir que son enfance en soit préservée, mais on ne va pas considérer que c'est un péché devant l'Éternel. Quand on considère que le Palestinien est inférieur, et il est inférieur pas parce que vous le considérez comme inférieur, mais parce qu'il est dominé. Au nom de qui vous parlez? Quand vous dites « on considère », qui c'est on? Encore une fois, vous faites des généralités, des amalgames. Vous pensez que les religieux, par définition, sont tolérants à l'égard de l'homosexualité? Mais encore une fois, il faut distinguer entre deux choses. Entre le passage à l'acte et la conviction. Pas seulement le passage à l'acte et la conviction. On peut très bien, pour des convictions personnelles, ne pas approuver d'un certain comportement, mais ne pas penser que c'est du devoir de chacun de l'influencer, ou que c'est même du devoir de l'État de l'influencer. Ce sont deux choses différentes. Vous avez tout un discours depuis des années à côté d'une libéralisation, heureusement, en acte, mais qui concerne le public laïque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Israël, tous les milieux confondus, on est nettement plus tolérant vis-à-vis des minorités homosexuelles et lesbiennes qu'on ne l'était il y a 20 ans. Ça, c'est indéniable. Il n'empêche que dans les milieux religieux, c'est une sorte d'axe sociétal, n'est-ce pas, qui divise ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais quand on est aussi dogmatique sur cette question-là, si vous voulez, quand on déplace la question du sacré, non pas sur les aliments permis et les aliments interdits, non pas sur les lieux sacrés et les lieux qui sont, on va dire, ordinaires ou laïques. Quand on déplace là sur des comportements humains, il y a effectivement un risque à un tel passage à l'acte. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui exige la réflexion. Là, encore une fois, vous faites une confusion parce qu'il faut distinguer, encore une fois, entre les croyances de chacun et vouloir les imposer par le biais de l'État, dans les deux sens d'ailleurs. Parce que vouloir imposer également la légitimation et la standardisation de l'homosexualité par le biais de l'État, c'est également essayer d'utiliser l'État pour un agenda politique. Mais quand vous prenez par exemple il y a des mouvements en Israël qui essaient d'utiliser la violence pour que les gens ne mangent pas de viande, pour les obliger à être végétaliens ou végétariens. Je veux dire par là, que l'on soit dogmatique et que l'on soit violent dans son idéologie pour des questions de sexualité ou d'alimentation, ça existe à droite ou à gauche, mais ne faisons pas d'amalgame. Encore une fois, ces crimes, effectivement, sont le produit d'idéologies extrémistes qui, à mon sens, n'ont rien à voir avec la religion. C'est une perversion. D'accord, mais c'est comme l'islamisme, quand on dit c'est une perversion de l'islam, ça revient au même. S'il y a un moment on ne balaye pas devant chez soi, c'est ce qu'on réclame des musulmans. C'est une perversion qu'il faut lutter. Oui. Contre laquelle il faut lutter. Mais elle naît du cœur de cette conviction. Quand le type en question a dit sur quoi il se base pour poignarder, il a cité le passage de la prière « Allez-nous », les idoles, il faut les extirper.
Alors bien sûr que c'est du fondamentalisme. Je ne dis pas que tous ceux qui lisent cette prière-là automatiquement se lèvent le lendemain matin pour aller poignarder. Je dis qu'il y a un discours politique qui a été récupéré par le chasse, pour parler de ces gens-là comme des malades mentaux, comme des gens qui doivent se faire soigner, etc. Quand ça prend dans l'enceinte politique, pas dans les feuilles de chou qu'on distribue dans les synagogues, et encore ça aussi ça peut compter, quand on génère ce discours-là, eh bien il ne faut pas s'étonner. Quel discours et qui génère? Encore une fois, vous faites des généralisations. Quel discours et qui génère? Mais il n'y a pas longtemps, Mergui à propos des Arabes, je peux citer Amsalem, Razan, il y a une violence du discours politicien dit quelque chose alors qu'ils sont au pouvoir. Dès qu'un politicien dit quelque chose de bête, il représente tout le monde. Non, mais il peut créer un climat qui permet... Prenez cette Irgun Leava, cette organisation qui a manifesté contre le mariage d'un juif avec une... Je veux dire, l'école qui a brûlé. Je veux dire, là, il y a des actes. Alors, il suffit de dire, ce sont des brebis galeuses, ce sont des exceptions, ils n'ont rien compris au judaïsme, je veux bien, c'est une défense apologétique que je comprends. Mais c'est une défense apologétique. Mais si, puisque vous les assumez à tout le monde. Je veux dire par là, si vous voulez dire qu'il représente une majorité, il represse tout le discours religieux. Alors d'accord. Pourquoi les islamistes fanatiques, ce sont une majorité des musulmans? Non. Et pour autant, il faut dissocier, il faut effectivement veiller à ce que ce soit dissocié. Et je ne vois pas ici de remise en cause. Je pense qu'il y a une remise en cause, je pense qu'il y a une condamnation très large. Mais encore une fois, cette condamnation, elle existe en Israël. Je pense que la réaction de la société israélienne dans son ensemble a été saine. Mais encore une fois, ne faisons pas d'amalgame et de généralisation. Alors, on n'aura pas le temps d'aller plus loin, c'est dommage, c'était intéressant. Merci Denis Charvet, j'aurais voulu vous parler aussi de ce qu'avait dit Bibi aujourd'hui, mais la prochaine fois. Merci Emmanuel Navon. Journal complet dans un instant avec Sarah Gaudron. On va se retrouver, nous, dans une dizaine de minutes avec notamment en invité le père d'une des victimes de Mohamed Merah, le soldat Abel Chenouf. Son père, Albert Chenouf, sera avec nous. À tout à l'heure. Retour du Grand Direct avec tout d'abord une histoire qui peut permettre de sourire malgré le drame environnant. Ce sont des réfugiés irakiens en Jordanie qui ont choisi, malgré l'exil, de garder donc le sens de l'humour. Et ils ont choisi de poursuivre une émission satirique à la télévision irakienne contre les djihadistes de l'État islamique. Miri Maman. Si certains Irakiens ont décidé de prendre les armes pour combattre les djihadistes de l'État islamique, Ahmad al-Bashir préfère l'humour. Depuis des studios en Jordanie, cet ancien journaliste irakien présente une émission satirique à succès qui tourne en dérision les terroristes de Daesh. Ahmad al-Bashir a lui-même échappé à la mort en 2011 dans un attentat à Ramadi en Irak. Le danger de l'islam extrémiste et fanatique, il connaît bien et veut le désacraliser. Ils pensent être des personnes très sacrées et quand on se moque d'eux, quand le Bachar Show se moque d'eux, ça donne d'eux une image de gens ordinaires comme tous les autres, alors leur auréole tombe. Le satiriste est devenu célèbre dans tout l'Irak avec son humour intrépide et ses critiques acérées. Chaque semaine, des millions d'Irakiens se pressent devant leur poste pour regarder son émission. Ce programme permet d'oublier les soucis quotidiens et la mort intérieure de l'homme. Nous voulons rire, nous voulons nous aimer les uns les autres, nous réunir les mains dans les mains. Mais se moquer de l'État islamique n'est pas sans danger. L'équipe de l'émission a reçu de nombreuses menaces de mort. De la part de l'État islamique, on a eu des menaces de mort du genre « nous vous décapiterons, nous poserons vos têtes sur votre dos et des chiens mangeront vos corps, etc. etc. » Malgré les menaces, Ahmad al-Bashir persiste et signe. Il manie l'humour et la satire chaque semaine sur le petit écran. On part en Afrique avec une émotion qui a parcouru la planète entière. Il y a quelques jours, le sort de ce lion baptisé Cécile et qui a été victime d'un chasseur braconnier américain. Cela nous permet de relancer le débat car des compagnies aériennes et les compagnies américaines notamment ont décidé de ne plus transporter ces fameux trophées de chasse. On en parle avec vous, Julia Ganancia. Bonsoir. Bonsoir. Décision qui a été annoncée la nuit dernière, en tout cas pour les compagnies américaines. Effectivement, Jean-Charles, on dirait que la chasse aux chasseurs est ouverte, du moins officiellement. La compagnie aérienne Delta a décidé d'arrêter l'expédition des trophées de lions, léopards, éléphants, rhinocéros et buffles via ses cargos. La compagnie American Airlines a annoncé une décision similaire. Elle s'est adressée
adressée via le réseau social Twitter, et elle a envoyé donc un tweet lundi soir. Alors, d'autres sociétés comme Emirates et South African Airlines avaient déjà ouvert la voie, mais en tout cas, ce choix intervient en pleine saison de chasse dans certains pays d'Afrique, et il fait suite effectivement, comme vous l'avez dit, au tollé soulevé à travers le monde par la mort du lion Cécile au Zimbabwe. Il a été tué par un dentiste américain, chasseur de trophées animaliers. Alors justement, cette affaire a suscité également beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et il y a même une traque aux braconniers qui s'est organisée. Effectivement, c'est plus la chasse aux sorcières, c'est la chasse aux chasseurs avec une jeune femme qui a enflammé la toile encore dernièrement avec des photos. La dernière date du 31 juillet. Elle écrit en guise de légende « J'ai eu une superbe vieille girafe. Je n'oublierai jamais l'émotion que j'ai eue après l'avoir abattue. » Un message qui passe mal, Jean-Charles. Ni une ni deux, les défenseurs de la cause animale plus révoltés que jamais se sont emparés de l'affaire dans l'espoir de neutraliser la jeune femme. Mais les insultes n'atteignent visiblement pas cette comptable américaine, un brin provocatrice. À tous ceux qui me détestent, prenez garde, il y a encore plein de photos qui arrivent. Voilà ce qu'elle écrit sur son profil Facebook qui est ouvert et qui regorge en effet de clichés d'animaux tués par ses soins. Alors justement, si ces chasseurs peuvent se pavaner avec leurs trophées, c'est que ça représente un vrai business. Le trophée de chasse aujourd'hui, c'est beaucoup de sommes d'argent en jeu. Effectivement, c'est un business très juteux. Tous les lions n'ont pas la même valeur. Une agence peut proposer par exemple un tarif de plus de 16 000 $ pour tuer un lion à crinière blonde, 35 000 pour un lion à crinière noire. Et pour la petite histoire, eh bien, Walter Palmer, le dentiste, aurait déboursé 50 000 $ pour tuer Cécile. Alors cette mort a jeté la lumière sur le business monté sur le dos des Big Five. Vous savez, les Big Five, eh bien, ce sont les 5 grands animaux mythiques de l'Afrique que les amateurs de chasse les plus fortunés veulent et rêvent de tuer. C'est donc l'éléphant, le rhinocéros, le buffle, le léopard et le lion. Accomplir son Big Five, eh bien, c'est un peu le Graal pour un chasseur. Sauf que voilà, l'Union internationale de conservation de la nature estime que 600 lions sont tués légalement chaque année. Et a priori, eh bien, c'est un chiffre qui est probablement sous-estimé. 64% de ces trophées ont été ramenés aux États-Unis. Et pour l'ONG, il n'y a aucun doute, la chasse d'animaux sauvages, légale comme illégale, doit être interdite en raison des menaces qu'elle fait peser sur le roi des animaux. En 20 ans, Jean-Charles, la population de ces lions sauvages a connu un déclin de 40% en Afrique. Merci Julia Ganancia. Voilà donc pour cette décision des compagnies aériennes. Le combat d'un père pour la mémoire de son fils. Vous vous souvenez sans doute, c'est l'une des victimes de Mohamed Merah, le soldat Abel Chenouf. Son père sera dans ce studio dans un instant car le combat qu'il mène, eh bien, l'a conduit ici en Israël. Il nous expliquera pourquoi. Mais d'abord, retour sur le drame de ces tueries perpétrées à Toulouse par Mohamed Merah. C'est avec Joseph Emmanuel. Le 11 mars 2012, à 16h10, Mohamed Merah prononce « Tu tues mes frères, je te tue » et abat le maréchal Imad Ben Ziaten. Nous sommes dans un quartier sud de Toulouse. Le terroriste franco-algérien renouvelle son acte. 3 jours plus tard, il tue 2 militaires, Abel Chenouf, 26 ans, et Mohamed Le Gouad, 24 ans. Un 3e soldat est grièvement blessé. Très vite, la piste de la motivation raciste est évoquée, mais le jeune islamiste n'est toujours pas repéré. Le 19 mars, vers 8h du matin, l'horreur reprend. Il arrive en scooter devant l'école juive Ozer HaTorah de Toulouse et abat Jonathan Sandler alors qu'il essaie de protéger du tueur ses 2 jeunes fils, Gabriel, 3 ans, et Arié, 6 ans. L'un des enfants est tué alors qu'il rampe à terre aux côtés des corps de son père et de son frère. Le tueur entre ensuite dans l'école, poursuit Myriam Monsonego, 8 ans. Son pistolet s'enraye. Il change alors d'arme et tue la fillette avant de prendre la fuite. Une catastrophe, comment on peut laisser faire ça? Comment on peut laisser un homme venir et tuer des enfants devant une porte d'école? Stupeur également au sein de l'ensemble de la classe politique. La campagne électorale est alors mise en veille, le temps du recueillement et de l'hommage aux victimes. Aujourd'hui est une journée de tragédie nationale parce qu'on a assassiné 2 sang-froid. Des enfants. Le 21 mars 2012, les hommes du raid tentent d'entrer dans l'appartement de Mohamed Merah. Le jeune islamiste tire alors à travers la porte. S'ensuivent 30 heures de négociations. Puis tout s'accélère. Des grenades assourdissantes sont lancées à l'intérieur de l'appartement. Puis 7 minutes d'échange de coups de feu. L'enquête liée aux suites de l'affaire Merah est confiée à la sous-direction en charge de l'antiterrorisme.
Mohamed Merah était connu des services de police pour divers faits de délinquance. Il avait été fiché par les services du renseignement après ses voyages, en particulier en Afghanistan et au Pakistan. De nombreuses critiques ont été émises sur les éventuelles défaillances des services du renseignement, mais aussi de la DCRI affectée au contre-terrorisme. Beaucoup pensent que Merah aurait dû être arrêté bien avant de passer à l'acte. Albert Chenouf, le père de l'un des soldats tués par Mohamed Merah, a été jusqu'à attaquer en justice le président de la République sortant et Bernard Squarcini, l'ancien directeur de la DCRI. Alors Albert Chenouf-Meyer, bonsoir, merci d'être dans ce studio. Vous êtes en voyage en Israël, c'est la première fois que vous venez ici. Je remontre la couverture de votre livre Abel, mon fils, ma bataille, c'est publié aux éditions du Moment. Je voudrais d'abord que vous nous expliquiez ce qui vous conduit en Israël aujourd'hui. Pourquoi ce voyage ? Écoutez, il y a 2 ou 3 raisons. La première, elle est d'ordre médical. On est venu, mon épouse et moi, parce que on a, vous savez, le petit-fils, le fils d'Abel, chez qui on a détecté une maladie des yeux qu'on appelle vulgairement le nystagmus. Je ne suis pas un spécialiste pour vous décrire ça, mais les professeurs, les gens initiés sauront de quoi je parle. La deuxième chose, on a le droit... Donc il faut rappeler, Albert Chenouf-Meyer, que c'est votre petit-fils qui est né juste après, donc juste le drame. Après, 5 semaines après, oui. Et donc on peut supposer que cette maladie extrêmement rare est peut-être aussi une des conséquences finalement de cet attentat. Oui, mais ce qui est extraordinaire en France, on a un État qui se substitue aux politiques. Ils ont décrété que Eden sa maladie ne provient pas du choc émotionnel qu'a pu générer cette catastrophe chez sa jeune maman qui avait à l'époque 21 ans. Je vous disais, la deuxième réponse, elle est d'ordre privé. On a droit aux vacances. Alors j'ai pas mal d'amis de confession israélite. Ils m'ont dit, va en Israël, tu verras, surtout à Jérusalem, tu auras le repos du guerrier. Et la troisième, c'était pour voir qu'est-ce que c'est ce pays dont on décrit du matin au soir, c'est un pays d'apartheid, c'est un pays de où on tue les enfants. Écoutez, moi, je me balade que par bus. Pour une fois que j'ai pas loué de voiture, je n'ai pas vu un jeune avec une casquette à l'envers, les pieds sur les sièges et manquer de respect à une dame ou à une personne âgée quelconque. Non. Voilà les raisons qui m'ont amené ici, mais la première raison, elle est d'ordre médical. Voilà. Donc vous espérez, parce que c'est important, faire opérer votre petit-fils ici, peut-être à Jérusalem ? Oui, on se tâte. Je suis pas seul à décider parce qu'il y a les grands-parents maternels aussi, mais notre préférence va pour pas pour Jérusalem, pour l'hôpital Hadassah. Je ne sais pas où il est, cet hôpital. C'est à Tel Aviv ou Jérusalem. Jérusalem. Ah d'accord, voilà. Et j'aimerais lancer un appel si quelques éminents professeurs voudraient bien voir le cas de ce petit Eden, que je rappelle, aucun médecin de l'État ne l'a ausculté. Voilà. Donc là, vous voulez le faire peut-être opérer ici parce que c'est une maladie qui peut se soigner. Qui est rare, mais qui se soigne. Et évidemment, ça coûte très cher. Et vous avez créé pour cela une association. On va voir le nom à l'écran à s'afficher. Ça s'appelle Aidons Eden, pour recueillir des fonds et pouvoir faire opérer. Voilà. Ça fait partie aussi du combat que vous menez pour votre fils, évidemment, à travers lui. Entre autres. Mon combat, il est plus d'ordre politico-judiciaire. Mais ça ne fait rien, on n'a qu'une vie et la vie qu'on mène, il faut la mener à bout. Je fais tout pour ne rien regretter. Le jour de mes 60 ans, j'ai eu ce qu'on appelle l'État français d'alors, dirigé par Nicolas Sarkozy, qui m'a du matin au soir sauté au plafond, disait moi la sécurité. Il m'a fait un cadeau macabre. Mon fils m'appelle le matin, l'après-midi on m'annonce qu'il est mort. Voilà le cadeau que j'ai eu pour mes 60 ans. Finalement, ça vaut le coup de me battre contre ces gens-là, contre tous les politiques de droite et de gauche qui refusent le fait accompli et qui, certains d'entre eux, ont été jusqu'à me dire « Monsieur Chenouf-Meyer, vous parlez trop. Votre fils ne reviendra pas, taisez-vous. » Alors je ne me tais pas. Il y a des gens, beaucoup de personnes qui m'aident. Les politiques locaux, ça va.
Mais dès qu'on arrive aux strates sénateurs-députés, c'est là que ça commence à coincer. Voilà. Alors vous avez déposé plainte, vous en parliez à l'instant, parce que vous estimez qu'il y a eu une défaillance, des services de sécurité. Moi, la plainte, elle est claire. Elle est pour non-assistance à personne en danger. Voilà. Contre Bernard Squarcini et le chef des armées d'alors, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui s'appelle toujours Nicolas Sarkozy. Voilà la plainte. Elle est toujours instruite. Elle est instruite par le juge Nadine Kéris, premier juge d'instruction, premier doyen du juge d'instruction à Paris, dans le pôle antiterroriste. Et j'espère qu'un jour, on arrivera au moins à savoir... vous savez, j'écoutais votre reportage tout à l'heure. Votre correspondant disait... Certains voulaient avoir Mera vivant. D'autres, malheureusement, le petit cercle d'initiés qui décidaient ne voulaient pas l'avoir vivant. Je peux vous donner un scoop. J'ai les résultats balistiques. Quand on envoie 10 balles dans 2 dans la tête, 3 dans le torse, c'est pas vrai qu'on voudrait avoir quelqu'un vivant. On voudrait vraiment l'éliminer, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Il habitait un faux rez-de-chaussée. Il allait sauter par le balcon. On avait 100 personnes aguerries, des policiers à qui je rends hommage, du GIGN, RAID, policiers locaux et tout. On fait leur travail. Il lui court derrière, il l'attrape, ils étaient tous en basket. Non, on a voulu le tuer pour ne pas parler. Il faut savoir que Mera, 3 mois avant sa mort, il était chez vous ici. Jérusalem. Il était passé par le pont Allenby. Voilà. Il était en Syrie, il était en Jordanie, il était un peu de partout. Moi, Quand vous voyez aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres attentats qui ont été commis, hélas, en France depuis, et on voit d'ailleurs qu'il y a parfois des ramifications avec l'entourage de Mera, vous vous dites quoi? Finalement, que les leçons ne sont pas tirées? Aucune leçon n'a été tirée. On ne retient pas les leçons en France. On ne retient pas les leçons en France. Vous savez, quelqu'un disait, si vous oubliez l'histoire, l'histoire reviendra vers vous. La maman d'Ilan Halimi, vous connaissez bien l'histoire, il y a eu un film sur son fils à la fin, disait, qui a été bien interprété par Zabou Breitman, je crois. Oui, c'est elle qui joue le rôle. Et disait cette phrase, il faut nommer les choses. Si on les nomme pas, c'est là qu'elles se reproduisent. Il faut appeler un chat un chat. Ces gens-là sont des nazis islamistes. Il y a un ami qui est musulman, on se parle plus, quelqu'un d'intellectuel qui me disait, voilà, tu attaques trop les musulmans. Je dis non, j'attaque les nazis islamistes. Il m'a dit, oui, tu dis les terroristes sont musulmans. Je dis oui, les musulmans ne sont pas tous terroristes, mais tous les terroristes sont musulmans. Nemouche, Fofana, Kouachi, et j'en passe, des meilleurs, et Mera, et ainsi de suite. Voilà. Et j'étais aujourd'hui m'incliner sur la tombe des 3 enfants de Toulouse et leur papa. Et croyez-moi que ça vous arrache les tripes. Merci d'être venu témoigner, Albert Chenouf-Meyer. Je remonte à votre livre, Albel, Mon fils, ma bataille. Merci à vous. Et vous. on vous souhaite bon courage et surtout bonne chance pour ce combat que vous menez aussi pour votre petit-fils. Merci. Merci à vous. Au revoir. Un nouveau journal dans un instant. Bonne soirée.